le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la page internationale au grand journal du 14h. Dernière sortie pour cette semaine. Depuis la newsroom à la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas pour présenter cette page. À Jacques Mel pour présenter le grand journal. Joannel François et Smith Jean-Julien. Rubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Mel. Direction Honduras. L'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández, a été extradé jeudi 21 avril à bord d'un avion de l'agence antidrogue américaine qui a décollé de Tegucigalpa en direction des États-Unis, où la justice l'accuse de trafic de drogue. Il risque la prison à vie. Voici un reportage signé France 24. Il aurait fait du Honduras un narco-État, selon les autorités américaines. Juan Orlando Hernández, à la tête du pays il y a encore quelques mois, est extradé vers les États-Unis par un avion de l'agence antidrogue américaine. Il aurait facilité le transport de plus de 500 tonnes de cocaïne entre les deux pays. Hernández aurait reçu des millions de dollars de plusieurs organisations de trafic de drogue, notamment de l'ancien chef du cartel de Sinaloa, connu sous le nom d'El Chapo. En contrepartie, le département de la justice américaine affirme que les trafiquants étaient autorisés à opérer en quasi-impunité. Une corruption qui serait allée jusqu'à certaines branches de la police, de l'armée et du Congrès. L'ancien président, lui, nie toute implication. Je suis innocent. J'ai été et je fais encore l'objet de poursuites injustes. Il va même jusqu'à se dire victime d'une vengeance des cartels en réponse à sa lutte contre le narcotrafic. Pendant des années, JOH s'est affiché comme un champion de la lutte contre la drogue. Les États-Unis avaient même vu en lui un allié dans ce combat. Mais en février 2021, le nom du président ressort à New York. Lors du procès du narcotrafiquant hondurien Giovanni Fuentes, ici interrogé par un agent de la DEA, il déclare être devenu intouchable au Honduras en échange de pots de vin. L'année dernière, la justice américaine a également condamné le frère de l'ancien chef d'État à la perpétuité pour avoir œuvré aux côtés des cartels dans ce vaste trafic vers les États-Unis. Parlons de la guerre en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a revendiqué la victoire à Mariupol en affirmant que la ville portuaire était libérée. Des milliers de soldats ukrainiens se trouveraient toutefois encore dans une asyrie de la ville. Voici un reportage signé CGTN News. Eh bien, la vision depuis Moscou est que la ville de Mariupol et le sud-est du pays, qui était assiégé depuis le tout début, sont désormais libérés. Bien sûr, il se trouve très peu d'habitants dans la ville entre les ruines, qui diront avoir été libérés de cette manière, et très peu ou personne ne voudrait que leur ville ait une telle apparence. Bien sûr, le terme de libération serait fermement rejeté par l'Ukraine et l'un des principaux conseillers du président Volodymyr Zelensky n'y croit tout simplement pas et affirme que la Russie est simplement incapable de prendre le contrôle de Mariupol. Car souvenez-vous qu'il demeure cette poche de résistance à l'Syrie où 2500 soldats ukrainiens sont censés se trouver en ce moment même. L'on a également entendu les déclarations du président Volodymyr Zelensky. Je ne suis pas au courant de ce que le ministre russe de la Défense a annoncé aux Russes. Je sais qu'ils ont pris la plus grande partie de Mariupol. Nous sommes au courant de cela. Il y a aussi une partie de notre ville où se trouvent nos troupes qui étaient stationnées. Ils s'y trouvent toujours pour le moment. La nécessité d'évacuer la population de Mariupol est particulièrement urgente. D'après les informations du jour, peu de bus ont réussi à sortir de Mariupol en direction de la ville de Zaporijia. Zaporijia est la plus grande ville limitrophe contrôlée par l'Ukraine et il faut du temps pour l'atteindre. Les gens qui ont pu l'atteindre aujourd'hui sont ceux qui ont quitté Mariupol hier et selon la vice-première ministre ukrainienne, personne n'a pu sortir de cette ville aujourd'hui. C'est que les bombardements russes ont commencé à l'endroit même où l'on était censé récupérer les civils. Mais elle a posté une information sur sa chaîne Telegram appelant les gens à patienter et indiquant que d'autres tentatives seront engagées pour arriver jusqu'à eux. Direction le Mali. Les militaires au pouvoir au Mali ont défié jeudi leurs partenaires régionaux en annonçant le lancement d'un processus de transition de 2 ans, alors que ceux-ci demandent à Bamako d'organiser des élections en 16 mois maximum. Voici un reportage signé Africa News.
Vladimir Poutine a revendiqué jeudi le succès des troupes russes dans la ville portuaire stratégique de Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine, et ordonné le siège des derniers combattants retranchés dans l'énorme complexe métallurgique d'Azovstal. Voici un reportage signé Radio-Canada. C'est ici que se joue actuellement la bataille de Mariupol, dans le complexe sidérurgique et métallurgique Azovstal, construit en plein air soviétique dans les années 30 et qui est devenu avec le temps l'une des plus grandes aciéries au monde. On décrit l'endroit comme une ville dans la ville. Ça a été construit aussi pour soutenir même une guerre nucléaire. Alors il y a une ville comme souterraine. C'est là que les derniers bataillons ukrainiens, qui seraient peut-être jusqu'à 2000 soldats, sont concentrés. Changement de stratégie pour Vladimir Poutine, qui avait prévu un assaut. Ses troupes vont plutôt assiéger le secteur. Il invite les militaires ukrainiens à déposer les armes et leur promet la vie sauve. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. La stratégie de Vladimir Poutine d'aujourd'hui, c'est de passer pour humain et un homme raisonnable. Alors, on sait que ça fait partie des principales accusations à l'encontre de la Russie, qu'il y a très peu de respect des vies ukrainiennes. Le président ukrainien qui accueillait aujourd'hui les premiers ministres espagnols et danois à Kiev l'admet. Les forces russes contrôlent déjà une grande partie de Mariupol. La situation est difficile. Nous croyons qu'elle n'a pas changé depuis hier. Comme vous le savez, plusieurs milliers de personnes sont coincées, des militaires et des civils, surtout des femmes et des enfants. À des milliers de kilomètres de là, Washington annonce une nouvelle ronde d'aide, $1 demi-milliard américains en argent et du matériel militaire supplémentaire. I'm announcing another $800 million to further augment Ukraine's ability to fight in the east in the Donbass region. Cette enveloppe de $800 millions américains inclut des livraisons supplémentaires de dizaines de pièces d'artillerie lourde, 144 000 obus et des munitions. Difficile encore de savoir combien de temps les forces ukrainiennes tiendront le coup à Mariupol. Dans tout ce drame-là, c'est la grande inconnue. Jusqu'à quel point, quelles sont les réserves en termes de nourriture et d'accès à l'eau en particulier? Et pendant que les militaires ukrainiens tiennent tête à l'armée de Vladimir Poutine dans la deuxième ville en importance du Donbass, le bilan humain, lui, augmente. Des images satellites montreraient une fosse commune récemment creusée. La société qui a pris les images estime qu'on y verrait environ 200 nouvelles tombes. Ici Pascal Harrison-Julien, Radio-Canada, Montréal. Zone sur la presse internationale. Que dit la presse sur cette guerre? Nous allons retrouver le confrère de Europe 1. En Ukraine, la Russie dit avoir réussi un premier tir de missiles balistiques. Un débat très intéressant sur Europe 1 à l'émission Punchline. Allez, un mois à présent de la guerre en Ukraine, 57e jour de guerre avec l'essai réussi du missile Satan 2. Vladimir Poutine prévient ses ennemis. La Russie dit avoir réussi un premier tir d'essai de son missile balistique intercontinental, Sarmat, surnommé Satan 2. Sa capacité de destruction serait démesurée. Il pourrait raser la France, d'après de nombreux experts. On va demander l'avis de Vincent Hervouet dans un instant. Puissance de feu et puissance des mots. Écoutez, Vladimir Poutine, au rapport. Il n'y aura pas d'équivalent dans le monde pendant longtemps. Cette arme, vraiment unique, renforcera le potentiel militaire de nos forces armées, assurera de manière fiable la sécurité de la Russie contre les menaces extérieures et fera réfléchir à deux fois ceux qui, dans le feu de l'action frénétique, rhétorique agressive, tentent de menacer notre pays. Gilles Montré, ancien diplomate à Moscou, c'est véritablement une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées, qui assurera la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures, qui essaye de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive. Est-ce qu'il faut prendre, oui ou non, ces menaces au sérieux ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le moment, le timing pour faire cet essai, pour faire une démonstration de force militaire, à un moment où on a vu sur le terrain que l'armée russe était peut-être par endroits à dépasser, même s'il faut relativiser, parce que dans le Donbass, c'est pas le cas, mais elle est en tout cas dépassée technologiquement, puisque l'armement fourni par les Occidentaux est vraiment un armement du 21e siècle, alors que l'armée russe, sur le terrain, n'a pas cet équipement. Donc là, pour les auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas les images, visiblement une frappe de ce missile qui pourrait embarquer avec elle 12 têtes nucléaires pour raser la France en un coup.
Voilà. Alors, par ailleurs, il y a la conjonction de ces mots de Vladimir Poutine qui parle de l'agressivité supposée de l'Occident. Vous avez vu qu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères turc, alors qu'il était plutôt sur une position de neutralité, a fait une déclaration très étonnante en accusant les Occidentaux de vouloir aller sur une guerre jusqu'au bout, d'avoir eux-mêmes tué la piste diplomatique et d'être maintenant en train de surarmer l'Ukraine pour aller vers une guerre jusqu'au bout. Alors, il faut évidemment être très prudent, c'est pas du tout l'analyse qu'on peut faire sur le terrain, mais on voit bien qu'il y a une nouvelle rhétorique qui se crée, côté russe, et qui est relayée par les Turcs qui étaient neutres jusqu'à présent, qui est de dire, finalement, effectivement, l'Occident est redevenu agressif, nous pousse dans nos retranchements et ne veut pas la paix. Par rapport à ça, c'est un signal c'est une balle qu'il faut prendre au bon. C'est vrai que depuis 15 jours, on n'entend plus parler de diplomatie du côté des Occidentaux. Il y a eu de l'escalade nécessaire dans le côté du soutien militaire. D'ailleurs, les Ukrainiens s'en sont félicités, qui permettent de soutenir l'armée ukrainienne. Mais on n'avance que sur deux jambes. Soit on veut que ce conflit s'enlise pendant des années, est-ce qu'on est prêt à en supporter le coût financier, militaire, et puis dans nos opinions publiques, ou est-ce qu'on est capable de proposer à côté de ça aussi une issue à la crise. Et là, le Kremlin a dit hier, les Ukrainiens sont revenus sur des ouvertures qu'ils avaient faites. Très compliqué de savoir la réalité de tout ça, il y a beaucoup de propagande, mais le seul message que je veux retenir, c'est... Ne vous inquiétez pas, quoi. Il faut aussi, nous occidentaux, qui sommes capables de proposer la paix en même temps que nous soutenons la guerre. Vincent Hervouet, éditorialiste, j'ai l'impression qu'on avait beaucoup parlé des propos de Vladimir Poutine. Allez, il y a un petit peu plus de 2 mois maintenant, le jour de l'invasion, avec ses propos sur la dissuasion, notamment nucléaire. Et là, est-ce que c'est un bis repetita ou pas ? Est-ce que c'est ce que vous entendez ou pas du tout ? Non, Gilles Maintrait a complètement raison. Il y a d'abord une démonstration de force, c'est vrai, parce que... Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, la réalisation Télébel Top pour le compte de la radio évangélique Osana. 102.3 FM à Jacmel, présentation Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Couleur du temps pour aujourd'hui sur Boston, 63 degrés Fahrenheit, 17 degrés Celsius, du soleil dehors à Boston. À Jacmel, 82 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Bonsoir Lionel, bonsoir Aubans, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana, 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end accompagné de la radio. N'oubliez pas de regarder la version vidéo sur YouTube de cette page internationale. C'est Erlich Dorelas. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.